Bonjour à tous et bienvenue pour cette 26e édition du Phonéton du Fonds arménien de France. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Donc un moment d'unité entre la diaspora et l'Arménie, on va en parler. Cette campagne de dons, je le rappelle, c'est elle de ce jeudi 20 au dimanche 23 novembre. Donc le Fonds arménien de France fait partie de ces 19 branches qui font le Fonds arménien mondial, Ayastan, qui intervient donc depuis les années 90 en Arménie, donc avec un tas d'initiatives, de projets humanitaires et économiques, dont nous parlerons surtout en deuxième partie de cette table ronde. Mais avant tout ça, donc on va présenter nos invités. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Astrig et Shushan Siranossian, donc deux artistes de renommée internationale. On a l'habitude de vous voir avec vos instruments, le violon pour vous, Shushan, et le violoncelle pour vous, Astrig. Et puis Bedras Terzian, président du Fonds arménien de France. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Donc pour ce Phonéton 2025, il appelle à agir pour aujourd'hui et pour demain. Vous pouvez voir l'affiche derrière vous. Qu'est-ce que cela représente pour vous personnellement? Je m'adresse à vous tout d'abord d'être marraine de cette édition. Alors bonjour, c'est une immense joie évidemment d'être autour de cette table ronde. Très grande joie d'être aussi avec ma sœur. Je suis souvent avec mon violoncelle, mais évidemment ce que j'ai de plus précieux c'est ma sœur avant mon violoncelle. Donc c'est une grande joie d'être avec elle marraine pour cette édition du Phonéton. D'être marraine, c'est d'abord aussi c'est avant tout peut-être de vouloir transmettre le besoin vital d'un appel à l'aide, aux dons pour des actions assez incroyables du Fonds arménien de France qui sont vraiment très documentées, très ciblées et très efficaces. C'est ça, c'est la 26e édition du Phonéton, mais depuis toutes ces années, toutes les actions, évidemment, on fait leurs preuves. Et d'être marraine, c'est peut-être un petit peu à notre manière de pouvoir apporter notre regard sur ce que représente à la fois l'Arménie, ce lien entre la diaspora, l'aide absolument essentielle de la France à l'Arménie, et puis aussi de marquer que, bien malgré une vie que nous avons tous extrêmement chargée, il est très important d'être acteur des actions et de ne pas seulement être spectateur de ce que nous espérons voir se réaliser dans les lieux qui nous sont chers. Shushan, c'est vrai qu'on sait agir pour aujourd'hui et pour demain. Ça montre cette urgence à agir concrètement et à soutenir les actions du Fonds. Exactement. Alors, avant tout, c'est une grande fierté aussi d'être ici aujourd'hui et de pouvoir aussi donner une autre visibilité aussi au Phonéton 2025 parce que nous sommes à une époque où il y a beaucoup d'informations et c'est vrai que de temps en temps, c'est aussi important de pouvoir mettre la lumière sur des actes qui sont maintenant, des choses qui sont vraiment en action maintenant en Arménie pour aider les personnes. Et c'est vrai que aussi bien Astrid que moi, nous aimerions être plus sur le terrain et faire plus, mais c'est impossible de tout faire. Et c'est magnifique de voir qu'il y a tellement de gens qui apportent tellement de bienveillance, d'amour, de temps, de présence aux gens qui en ont vraiment besoin. Bon, vous en faites déjà beaucoup pour l'Arménie, on en parlera juste après. Tout d'abord, je voulais parler un peu de votre histoire familiale, puisque chez les Siranossians, j'ai cru comprendre que la musique, c'est une histoire de cœur, de transmission. Vous dites que l'arménien, c'est votre langue maternelle et la musique, votre langue paternelle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu tout ça? Tu veux, peut-être comme tu es ma sœur aînée, tu as baigné dans cette famille vrai, avant moi, donc tu quelques années avant toi. Avant. Oui, c'est vrai qu'en fait, et la musique et l'arménien étaient vraiment une évidence dès notre naissance. Même si nous sommes nés en France et que nous sommes aussi très fiers d'être françaises, nous avons vraiment grandi dans ce milieu de musique, de culture aussi, parce qu'il y a eu toujours beaucoup de musiciens à la maison. Papa, bien évidemment, qui est chef d'orchestre, pianiste et aussi directeur du conservatoire de Romans-sur-Isère, là où nous avons grandi. Mais il y avait aussi énormément d'artistes, de peintres, d'écrivains qui passaient à la maison. Donc c'était vraiment il y a vraiment une fusion de culture à la maison. Et donc voilà, c'était vraiment ces deux aspects qui étaient très importants pour nous. Donc on a commencé nos instruments très très tôt. Moi j'ai commencé le violon à 3 ans. Astrid a commencé aussi à 3 ans le violon. Et au bout d'un moment, elle a décidé qu'elle voulait être assise et qu'elle avait mal au cou. Alors elle s'est mise au violoncelle. Donc voilà, c'est vrai qu'après on s'est développé vraiment musicalement ensemble, évidemment sous la
protection de notre papa, mais voilà, c'était vraiment, on a évolué ensemble. Puisque vous en parlez de ces figures parentales qui sont extrêmement importantes pour vous, donc vous avez parlé de votre père, grand musicologue, mais également votre mère qui a lancé donc avec une amie, de ce que j'ai pu comprendre, un vin de cépage arménien qui s'appelle Agos. J'aimerais vous interroger sur ça, ou en tout cas, comment est-ce que vous décririez vos parents Alors, le projet Agos, c'est le grand rêve de ma maman de notre maman depuis qu'elle a fait ses études de sommellerie et autour de la viticulture. Elle avait écrit un mémoire autour de la vigne en Arménie, et donc, évidemment, de réaliser un vin, c'était son grand rêve. Alors, Agos, ce sont donc sur les plus hauts plateaux à Vajadoš, du cépage Areni, qui est quand même le cépage le plus ancien du monde, d'après la datation des grappes retrouvées dans la grotte de Areni. Et puis, maman, elle voulait vraiment apporter un savoir-faire et surtout pouvoir transmettre en Arménie sur place à des agriculteurs, à des vignerons, un savoir-faire bourguignon. Et donc, c'est vraiment une histoire de rencontre, une histoire d'aventure, une histoire de transmission, de partage autour de l'amour d'un vin, de l'amour de faire bien, et aussi de mettre en avant évidemment un patrimoine culturel arménien à travers la vigne. Agos, ça veut dire les sillons. C'est aussi un hommage au journal de Hrant Dink qui s'appelle Agos. Et voilà, c'est un projet qui se développe incroyablement. On est évidemment très fiers. Mais tout ça, alors à la fois notre père et à la fois notre mère, c'est avant tout de mettre en valeur le patrimoine naturel, le patrimoine arménien, voilà, à travers la culture. On n'a vraiment pas du tout grandi dans une famille qui était politisée ou autre, mais vraiment simplement notre richesse culturelle. Qu'est-ce qu'on fait de cette richesse que nous avons reçue en héritage ? Cet héritage, toujours tourné vers l'avenir, on a trouvé cette photo de vous, lorsque vous avez été décorée de l'Ordre national du mérite, c'était en septembre dernier, avec cette photo. Donc, vous étiez accompagnée par votre sœur, votre famille, mais aussi par votre grand-mère. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là ? C'est une médaille évidemment que je partage avec toute ma famille. Je parle souvent de mes parents. Mais évidemment, le premier modèle que j'ai eu toute ma vie, c'est évidemment ma grande sœur Chouchane. C'est vrai, je veux dire, elle a commencé la musique avant moi, c'est l'aînée, donc c'est vraiment été mon modèle. Elle m'a beaucoup guidée. Elle a aussi, j'ai énormément appris et j'ai évité aussi quelque part peut-être beaucoup d'échecs grâce à elle et grâce à sa vision. Et donc je partage évidemment cette médaille avec. C'est une reconnaissance vis-à-vis de ma famille, cet Ordre national du mérite. Là, c'est avec ma grand-mère maternelle. Voilà, c'est très émouvant évidemment de me dire que il y a eu entre la naissance à Alep de ma grand-mère, la naissance à Bouchamoud de ma mère, et puis nous qui avons une vie privilégiée, nous vivons de notre passion, nous voyageons dans le monde entier, nous sommes accueillis, nous sommes vraiment, voilà, nous avons une vie privilégiée. On doit ça évidemment à la France, et je pense que tous les Arméniens, et évidemment en Arménie aussi, on connaît l'importance de la France, mais nous, dans notre famille, on a en tout cas grandi avec cette conscience vraiment quotidienne et très vive d'avoir une chance inouïe par rapport à ceux qui habitent en Arménie et envers qui nous sommes immensément reconnaissants parce que eux vivent en Arménie, nous vivons en France, et donc nous n'avons absolument pas la vie qu'ils ont. Mais voilà, nous devons être à la hauteur de quelque part de cette chance, de ce privilège d'être français. Voilà, cet Ordre national du mérite, je le partage évidemment avec ma famille, et j'espère surtout que ce sera une inspiration pour les jeunes, pour ceux qui peut-être n'ont pas l'impression d'appartenir à la France et qui ont besoin de temps en temps, ont l'impression qu'ils doivent plus travailler. Eh bien, en fait, avec le travail avec le travail, on arrive à faire beaucoup de choses. Cette transmission, cet héritage Chouchen, j'imagine qu'il est très important au sein de votre famille aussi, puisque vous avez deux enfants.
en bas âge, à qui vous parlez arménien. Est-ce que la musique est aussi pour vous une manière de transmettre ses racines, cette histoire familiale? Alors, la musique est présente en permanence à la maison, parce que mes enfants sont aussi de temps en temps chez mes parents. Il y a la musique toute la journée. Mon papa fait 8 heures de piano par jour. Si c'est pas lui qui joue, il y a de la musique qui passe soit à la radio, soit des enregistrements. Donc, c'est vraiment un bain qui est présent. C'est vraiment, c'est aussi un langage pour eux. Ils chantent sans arrêt, mes enfants. Et ils connaissent toutes les comptines arméniennes aussi avec lesquelles nous avons grandi. Et c'est vrai que d'avoir des enfants, ça nous donne aussi la responsabilité de transmettre, parce que nous transmettons bien évidemment avec notre art, mais quand on a des enfants, on se remet aussi en question par rapport à notre identité. Quand des personnes voient que je parle arménien à mes enfants, ils me disent « Ah, vous avez de la famille en Arménie ». Et quand je dois expliquer qu'en fait, mes enfants, c'est la 5e génération qui est hors de nos terres d'origine, ils sont bien sûr admiratifs de se dire « Mais comment ça se fait que cet héritage est resté malgré tout ?» Et je pense que c'est quelque chose de très important. Et tous les gens de notre génération, de la génération qui vient aussi de la diaspora, qui parlent arménien aussi, qui ont cette culture et qui veulent transmettre, je pense que c'est quelque chose de très important aussi, parce que c'est aussi une manière de montrer que nous sommes là, bien que notre histoire ait été extrêmement difficile, d'une violence inouïe. Maintenant, nous sommes ici et c'est quand même dans l'amour, dans le bonheur que nous continuons à évoluer, à transmettre, à monter sur scène, à partager. Je fais le lien, Bedros, avec certaines actions du fonds. Donc, il y a des écoles de musique qui sont rénovées en Arménie. La dernière en date, c'était l'école de musique de Sevan. Donc, vous pouvez voir certaines images qui ont été prises en juillet dernier, donc lors de l'inauguration. Pourquoi ce projet était-il important pour le fonds? D'abord, je voudrais remercier vraiment Chouchane et Astrid Cyranocian d'avoir accepté d'être les marraines de notre phonéton cette année. Je suis de Bourchamoud aussi, comme votre maman. Et je viens de découvrir un lien très fort. Jusqu'à maintenant, j'avais le plaisir de vous entendre soit sur les disques, soit sur une scène. Là, j'ai la chance d'être avec vous autour de cette table ronde, même si elle est ovale. Et je suis vraiment très touché que vous ayez accepté, parce que toutes deux, vous êtes très occupées. Et être marraine, parrain du phonéton, les gens ne le savent pas, ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps. Cette table ronde, c'est pas seulement ça. Il y a des messages, il y a des voyages, il y a des prises de parole, etc. Donc, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Alors, l'école de musique dont vous voyez ici une scène, effectivement, c'est celle de Sevan, sur les bords du lac Sevan, en Arménie. C'est pas la première des conservatoires qu'on a construit. Le tout premier conservatoire de musique on l'a bâti à Spidak. Spidak, c'est la ville épicentre du tremblement de terre de 1988, décembre 88, et on a reconstruit l'école de musique. Ils appellent là-bas l'école de musique, donc on va appeler l'école de musique de Spidak. Ensuite, on a restauré un grand conservatoire à Yerevan même, Khachaturian. Et le dernier en date dans ce domaine, c'est donc cette école de musique de Sevan. Alors, sur cette photo, c'est très intéressant parce que la photo a été prise à partir des anciens bâtiments de cette école. Quand je les ai visités il y a 2 ans, j'ai eu un choc. Pourtant, j'ai vu des choses dramatique en Arménie, mais ça, je n'avais jamais vu. C'est un bâtiment pratiquement en ruine, qui pourtant ne date que des années 60, mais qui a été mal construit à l'époque soviétique. Et une partie du bâtiment était déjà condamnée, parce que ça pouvait tomber à n'importe quel moment sur la tête des enfants. Le reste du bâtiment était aussi à risque, mais ils utilisaient parce qu'ils n'avaient pas d'autre endroit. Et là, on a compris tout de suite qu'il fallait faire quelque chose. Heureusement, nous avons eu des legs qui nous ont aidés à construire le nouveau bâtiment qu'on voit par la fenêtre, une partie en tout cas. Les legs des frères Nersessian, Albert et Antoine. Il y a aussi un leg de Madame Consulian, Geneviève. Là, on voit le bâtiment, la façade principale. Et grâce à ces legs, on a pu construire ce bâtiment. J'espère que vous aurez un jour l'occasion
de le visiter, de le voir. Il y a un petit auditorium de 110 places, c'est pas très grand, c'est l'auditorium de l'école. On lui a donné le nom de Édouard Manoukian. Édouard Manoukian, c'est le grand-papa de Marie, vous ne le savez pas, mais maintenant vous le savez. C'était un membre fondateur du Fonds arménien, un grand bienfaiteur du Fonds arménien. Donc, nous sommes heureux de cet accomplissement parce que il n'y a pas que l'agriculture, que l'industrie, l'économie. L'art est très important. La transmission de l'art, vous en avez parlé toutes deux tout à l'heure, c'est très important. Et pour nous, pouvoir participer à notre petit niveau à l'art en général en Arménie, ça nous fait du bien. Ça nous fait vraiment du bien. J'espère qu'on aura l'occasion de construire encore d'autres écoles de musique ou des beaux-arts. C'est pas à petit niveau, c'est à gros niveau, hein, parce que c'est quand même une magnifique école. Oui, je vous ai vu réagir à la vue de cette nouvelle école. C'est vrai qu'on se dit, c'est plus de 170 élèves, c'est ça, qui vont pouvoir y jouer du violon, du duduk. Qu'est-ce que ça vous fait, en tout cas, en tant que musicienne, en tant que mère, pour vous, Chouchen, en tant que marraine, de savoir que ces élèves, en tout cas, vont pouvoir continuer à jouer de cet art-là. Déjà, il faut savoir, excuse-moi Astrid, mais qu'il y a un potentiel de musique chez les jeunes là-bas qui est absolument incroyable. Et c'est pas seulement nous qui le disons, c'est vraiment reconnu aussi à une échelle internationale. Les Arméniens ont vraiment un don pour la musique. D'ailleurs, je me rappelle déjà en 94, moi, quand j'allais en Arménie, dans toutes les maisons, il y avait un piano. Donc la musique est vraiment un langage et un art qui est très, très important. C'est une extension de la langue, en fait, la musique. Exactement. Avec toutes les lettres qu'il y a. Et puis c'est vrai que de voir un bâtiment qui va permettre de pouvoir à la fois sûrement faire découvrir la musique, mais surtout de pouvoir faire grandir et mûrir le potentiel des enfants, c'est formidable. C'est tout ce que l'on peut souhaiter, en fait. C'est tout le sens de la vie et du jour qui se lève et du lendemain qui est ensoleillé, c'est de voir des projets et puis surtout tourner vers l'avenir parce que c'est les jeunes générations qui sont évidemment notre avenir. Et c'est une forme de résistance. C'est une forme de résistance. Voilà, l'histoire est ce qu'elle est et elle est très triste et très tragique. Yela Beloul est remplie de jeunes soldats qui sont tombés il y a pas longtemps, mais il y a des écoles qui se construisent et je pense que ça, alors c'est un message phénoménal, mais c'est un message aussi humain et de résilience, mais pas seulement pour l'Arménie mais général. C'est-à-dire, c'est un exemple finalement de construire des écoles, d'ouvrir les portes d'un bâtiment tourné vers l'éducation. C'est extraordinaire, c'est tout ce que l'on peut souhaiter. Et quand nous, alors en tant que marraine, on est évidemment, c'est dans l'idée de pouvoir peut-être aider à ce que des nouveaux projets comme cela voit le jour. Alors forcément, le fait que ce soit une école de musique, ça nous touche particulièrement parce que nous avons tous nos souvenirs d'enfance liés à ça, mais il y a évidemment aussi des besoins essentiels qui sont très très importants, mais de ne pas oublier la culture qui est notre patrimoine immatériel, qui est difficile. La musique, tant qu'elle vit, tant qu'elle les vibrations, on ne peut pas la détruire. C'est une de nos plus grandes richesses qu'il faut absolument préserver en Arménie et en dehors de l'Arménie. Et c'est avec la musique aussi, c'est vrai qu'on peut rebondir par rapport à ton association Spidak Sevan, que tu as fondée en 2019, mais c'est ça, c'est utiliser l'art aussi à destination, là en l'occurrence c'est des enfants réfugiés d'Artsar, c'est bien ça? Voilà, donc j'ai créé cette association qui s'appelle Spidak. Moi, mon deuxième prénom c'est Spidak parce que je suis née 12 jours après le tremblement de terre, donc on m'a donné comme deuxième prénom Spidak. Et Sevan, c'est... Qui veut dire blanche. Qui veut dire blanche, voilà. Et Sevan... qui est évidemment le plus grand lac d'Arménie. Et j'ai créé en me disant qu'est-ce que je peux faire quand on commence à avoir une certaine notoriété, qu'est-ce qu'on peut commencer à faire. Alors évidemment, dans le domaine de la musique, c'est ce qu'il y a de plus simple. Et voilà, c'est donc de pouvoir apporter du matériel scolaire, du matériel musical, des masterclass. Et là, je me suis associée à un festival à Rapan,
voilà, dans une zone complètement dans le sunnique à la frontière. Et c'est donc d'essayer d'apporter du matériel instrumental et de donner de l'éducation à des enfants, mais sur une zone frontalière. Et en fait, c'est ça, pour reprendre ce que vous disiez, en fait, ce qui est incroyable, c'est que même dans la plus grande misère, il y a une volonté presque quotidienne de s'élever vers le beau, vers l'art. Il y a cette quête qui n'arrête jamais, en fait, chez les Arméniens, je trouve, même dans les zones les plus sinistrées. Et le public du festival de Rapan est beaucoup plus éduqué quelque part à la musique que dans beaucoup de salles de concert où je peux me produire en Europe. Donc ça, c'est assez bouleversant. Voilà, donc je pense que on dit souvent, c'est utopiste, mais de dire que l'art et la beauté, tout ça peut nous sauver, mais je pense réellement que quand on se retrouve peut-être dans des situations comme vous décriviez dans le Sunnique et que j'ai pu vivre aussi, on se dit, je pense qu'ils sont profondément convaincus de cela en Arménie et c'est à nous et c'est à toutes les personnes qui ont envie de soutenir, évidemment à travers le Phonéton, qui peuvent le faire, parce qu'elles ont évidemment besoin de nous. Je voulais juste rebondir, vous parliez de résister, c'est aussi porter la musique arménienne, les mélodies arméniennes au-delà des cercles de la diaspora. C'est ce que vous faites toutes les deux dans votre art. Donc j'aimerais qu'on puisse un peu revenir sur vos musiques. Donc vous, Shoshan, quand vous jouez, quelle part d'Arménie résonne dans vos cordes Alors, c'est vrai que moi, maintenant, je me suis aussi beaucoup spécialisée en musique baroque, et particulièrement en musique baroque italienne, comme Vivaldi, Tartini. Ça, c'était un de mes derniers albums, en effet, la musique de Venise. Mais souvent, en concert, en bis, en petit clin d'œil, je joue une pièce arménienne. Ça peut être une mélodie de Gomidas, ça peut être une mélodie de Krikor Regazzi. Enfin, c'est toujours un petit clin d'œil pour toujours rappeler en fait nos origines. Mais après, on n'a même pas besoin de le rappeler tellement. C'est-à-dire que déjà rien que par nos noms, par notre physique, ouais, j'allais dire nos têtes, les gens sont interpellés. C'est vrai que très souvent, du coup, on me pose la question, mais d'où est-ce que tu viens? Quelle est ton histoire? Et automatiquement, du coup, les gens, ils vont chercher. Aujourd'hui, avec Internet, on peut avoir accès à beaucoup d'informations. Donc, c'est vrai que rien que par notre présence, en étant visible, en étant sur scène, les gens se renseignent. Donc, c'est vrai que du coup, là, évidemment, donc voilà, moi, je me suis spécialisée en musique baroque, mais je continue aussi à faire de la musique arménienne, bien évidemment. Et ce qui est très important avec la musique arménienne, c'est qu'elle est extrêmement ancienne. Il faut savoir qu'il y a des neumes que nous avons qui sont très très anciens arméniens que nous n'avons pas réussi à déchiffrer complètement. Quand on regarde que l'écriture en Europe, c'est seulement à partir du 9e, 10e siècle et que nous avons ces neumes d'Arménie qui sont encore plus anciens, c'est vraiment aussi un pont entre l'Orient et l'Occident. Donc l'Arménie est très présente dans l'histoire culturelle quand on regarde finalement. Et c'est vrai que du coup, ça interpelle aussi beaucoup de musicologues qui ne sont pas forcément spécialisés en musique arménienne, mais voilà, c'est présent. Et puis, du coup, voilà, de par notre présence, de par notre musique, c'est vrai que nous montrons que les Arméniens sont là et nous montrons aussi notre musique. Je vous laisse écouter un petit extrait qu'on a sélectionné.
malheureusement, je suis obligée de couper Dommage. Je ne sais pas si vous vouliez On aurait réagir, pu Pedro. continuer, C'est vraiment fait prendre, en tout cas, avec ce violon. Oui, c'est très très bon. Bon, je vous laisse à présent écouter donc Astrid au violoncelle dans l'enceinte de Notre-Dame. Très beau. Ça, c'est Très Kiko Nalegati Havun. Avun. Havun. Mais en fait, j'ai enregistré le son dans le Sionic. Le son de cette vidéo a été enregistré dans un magnifique monastère à Varanavank, à côté de Rabat. Varanavank. Ouais. Et la vidéo, je voulais faire un pont entre l'Arménie, le Sionic et Notre-Dame, en fait. Et donc, Pour parler d'arménité aussi, je voulais revenir, Astrid, sur votre très beau morceau que vous avez joué lors de la panthéonisation donc de Misak et Méliné Manouchian. On peut le répéter, donc ce couple d'Arméniens, de résistants, des combattants pour la liberté. Donc ce morceau, vous l'avez interprété, c'était en février 2024. Oui. Qu'est-ce que ça devait être très émouvant pour vous aussi? ouais, c'est Gorung, ce que j'avais interprété, et c'était une manière de faire rentrer un peu Komitas aussi Au au Panthéon. Panthéon. Il le mérite. Voilà. Puis je suis certaine évidemment que Misak, Emin et Manouchian connaissaient cet hymne, cet hymne un peu de la liberté. Très ancien d'ailleurs, c'est pas forcément. On l'attribue à Komitas, mais il est beaucoup plus ancien que Le chant de l'émigré, que ça. on l'appelle. Le chant de l'émigré, voilà. Et pour moi, c'était. Ce qui était très émouvant, la place que j'avais était assez idéale pour voir l'éventail de personnalités qui étaient présentes. Et c'est vrai que donc je pouvais balayer de ma gauche à ma droite, il y avait vraiment Oui, tout là, l'hémicycle. on est On bien voit placé, un peu là. sur le côté, oui. J'avais vraiment l'hémicycle politique général de l'extrême gauche à l'extrême droite autour de moi. Et j'ai eu l'impression que ça a été quand même un moment un peu d'apaisement aussi. C'est sûr que je pense que s'il y a bien un sujet qui réunit peut-être tout l'hémicycle politique français, c'est l'Arménie. Et ce jour-là, j'ai vraiment pu le voir. Ensuite, voilà, c'était une reconnaissance aussi, je pense, vis-à-vis de tous les Arméniens qui se battent en France pour une forme de liberté. Et puis aussi, simplement, parce qu'en fait, quand on est en France, nous sommes français, donc nous avons envie de préserver, parce que nous savons peut-être, lorsque nous sommes arméniens, que tout est possible, tout peut être perdu. Donc, voilà, c'est sûr que ça fait partie des moments qui ont été pour moi très émouvants en tant que Française, en tant que musicienne. Il faisait très froid, donc c'était assez particulier aussi. Il faisait très froid, oui. Voilà, il faisait très très froid. Mais c'était un beau moment et je suis très fière d'avoir en tout cas vécu ce moment, et je suis très fière aussi que la France ait rendu hommage à la résistance et surtout à des figures qui se sont battues pour la liberté. Peut-être qu'on pourrait aussi juste revenir très rapidement sur le contexte actuel en Arménie pour ensuite aller aussi sur les activités du Fonds arménien. Donc on peut le rappeler, les accords de paix en tout cas qui ont été présentés de la sorte entre le Premier ministre arménien Nikol Pachinian et le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev en août dernier, qui laisse, on a l'impression en tout cas, une sorte d'espace. Est-ce que c'est dans ces moments-là que les efforts doivent être menés aussi beaucoup de la part du Fonds pendant ces temps de paix, d'agir directement, concrètement, d'aller, vous allez nous en parler, mais aussi aider au niveau des frontières beaucoup les Arméniens?
Vous savez, Marie, quand on est dans l'action humanitaire, on voit loin. Loin devant et loin derrière. Et c'est pour ça que on prend les choses d'une autre manière. Très franchement, je ne sais pas si c'est la paix. Je parle en tant qu'humanitaire. Mais je sais que c'est un moment. C'est un moment de répit, plus ou moins long. J'espère qu'il sera très très long. Et puis je me dis, là, je dois profiter de ce moment pour faire le maximum. Là, on a un répit, une pause. Peut-être qu'elle sera très longue, tant mieux. Mais là, il faut vraiment profiter de l'occasion pour mettre le paquet, pour faire le maximum. Et ce n'est pas un hasard si c'est maintenant que nous avons commencé à rénover, par exemple, le grand canal d'irrigation du Sunic, parce que c'est un ouvrage qui est à la frontière. On ne peut pas travailler en temps de guerre, bien sûr, parce que c'est à ciel ouvert, hein, c'est très exposé, et qui demande du temps. C'est 35 km, il faut les rénover, restaurer. Et donc on met à profit, nous, ce répit, cette pause. J'espère qu'elle sera longue, nous espérons qu'elle sera longue, pour faire le maximum dans les villages frontaliers. D'ailleurs, ceux qui reçoivent de notre journal, le dernier numéro, quand on ouvre au centre, il y a la carte de nos réalisations, et on voit tout de suite que l'effort porte sur les villages frontaliers. On travaille ailleurs, bien sûr. On a parlé de Spidac tout à l'heure, etc. Mais nous mettons le paquet sur les villages frontaliers. Les besoins sont immenses. Et c'est là qu'il faut mettre l'effort, renforcer les villages frontaliers. Et ça se fait de manière très concrète, en apportant de l'eau, en développant l'agriculture, en donnant des ruches, en leur apportant également de l'eau à boire, parce qu'il n'y a pas que l'eau d'irrigation. Là, on voit le canal dans quel état il est. Hein, on appelle ça un canal, mais ça a l'air tout à fait autre chose. Donc, on rénove des maisons, on en parlera peut-être tout à l'heure. Donc, nous mettons le paquet sur les villages frontaliers. C'est très important. La vie est dure dans les villages en général, mais c'est encore plus dur dans les villages frontaliers. Les gens sont accrochés à leur terre, il faut le savoir. Ils demandent qu'une chose, l'essentiel. 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 Et cet essentiel, ça a pour nom de l'eau, une maison, une terre, un minimum de mécanisation pour travailler la terre, une aide au démarrage, des choses simples et que nous pouvons faire. Et le Fonds-Neton est une occasion pour faire cela. On ne nous demande pas grand-chose, vous savez. Un mètre de canal, puisqu'on parlait du canal, là, à l'écran, on voit la carte du canal. Un mètre, pour rénover un mètre de ce canal, il suffit de 200 €. Vous vous rendez compte ? 200 €. Et on rénove un canal qui va permettre d'irriguer 2600 hectares de terre. C'est immense. C'est immense. Il y a 4300 personnes qui vont profiter directement du canal, sans compter les autres familles derrière qui vont en profiter de manière indirecte. Donc c'est toute l'économie du Sunic qui va prendre un coup de fouet là. Et nous sommes très contents parce que les travaux avancent très vite. On va être obligé d'arrêter en hiver, bien sûr. Il fait très froid. On est à 2160 mètres d'altitude. Donc la neige tombe vite et reste longtemps. On va perdre 2 fois 4 à 5 mois puisqu'on va traverser 2 hivers où on a marqué des pauses dans les travaux. Mais j'espère que tout sera terminé le plus vite possible, c'est-à-dire dès 2027. Et dès 2026, déjà un premier tronçon qui sera terminé, 1000 hectares déjà qui seront irrigués. Voilà, donc comprenez bien ce répit, cette pause. Personne ne sait combien elle va durer, cette pause. Personne ne sait. J'espère qu'elle sera éternelle. Mais en tout cas, il faut mettre à profit ce temps pour faire le maximum. Et ce temps, c'est le temps du Fonds-Neton. Donc n'attendez pas, s'il vous plaît. On a besoin de la participation de tout le monde. Et tout le monde peut donner 200 € pour faire un mètre de canal. Voilà.
Mesdames, messieurs, vous voyez comme vos dons sont absolument essentiels et vraiment concrètement, vos dons vont vraiment, nourrir et abreuver des gens dans le bon sens du terme avec de l'eau. Allez-y, vraiment, n'hésitez pas. Apporter l'essentiel. Mais vous pouvez aussi donner moins de 200 € et beaucoup plus que 200 €, évidemment. Oui, parce que c'est sur 100 €, 100 €, c'est 34 € qui est réellement dépensé, puisque défiscalisé. voilà, c'est ça. Profitez de ces avantages. C'est Profitez de ces avantages et de ces avantages fiscaux. Ouais. Bon, on est un peu pris par le temps, mais on voulait quand même juste revenir sur. Donc, vous nous avez montré ces images du canal, donc qui est ce nouveau projet dont la construction a débuté donc début septembre. Et puis donc ce programme sur lequel on peut revenir peut-être très rapidement, habitation, réhabilitation, emploi, qui est notamment à destination donc des familles réfugiées d'Artsakh, que l'on voit ici. Donc sur cette photo là, on voit donc cette maison qui n'est pas encore rénovée. On peut voir le travail concret du fonds qui est effectué sur place. Je ne sais pas si... Alors, c'est un projet très important qui a démarré juste après l'épuration ethnique qui a frappé l'Artsakh, le Harappa. Il fallait reloger des dizaines et des milliers de familles, bien entendu. Et alors, notez que même au lendemain de cet exode bouleversant, n'est-ce pas, il n'y a pas eu une famille restée dehors. Toutes les familles ont été accueillies, hébergées. Parfois par d'autres familles, parfois quand il n'y avait pas d'autre solution dans des gymnases ou dans des écoles, mais il n'y a pas eu des villes de tentes de réfugiés. C'est quand même, là c'est des non-arméniens qui m'ont fait la remarque en disant, tiens, c'est intéressant, où est-ce qu'ils sont passés tous ces gens-là? Tous ont été accueillis. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure, la chaleur humaine, l'hospitalité. Mais ça ne suffit pas, il faut trouver des solutions durables. Et là, au début, on a un petit peu hésité au fond arménien. Qu'est-ce qu'on fait? On construit du neuf, on reconstruit des choses qui existent. Et c'est là qu'on a compris, après quelques mois d'hésitation et d'études, que ce qu'il fallait faire, oui, on avait commencé quelques constructions nouvelles, mais c'était surtout reconstruire des maisons dans des villages, des maisons qui sont abandonnées parce qu'il y a eu beaucoup d'émigration depuis l'indépendance, beaucoup d'émigration. Il y a des maisons qui sont dans des villages inhabités, des maisons inhabitées, qui sont en piteux état, vous avez vu tout à l'heure une photo, mais que l'on peut retaper très rapidement, 1 mois et demi, 2 mois seulement, et à très bon marché, c'est-à-dire avec 10 000 €, on retape toute une maison, une grande maison pour une grande famille. Et puis, pas seulement la maison elle-même, mais il y a toujours un lopin de terre avec, et nous leur donnons, quand c'est possible, des serres, nous leur donnons des plants d'arbres, des plants de légumes, de la motorisation, des motoculteurs, etc., pour qu'ils puissent reprendre une activité agricole. Donc non seulement il y a l'habitat, ils sont relogés, mais il y a aussi l'activité. La famille devient... ils sont fiers de travailler à nouveau. Ils ne sont pas en position de mendiants, vous comprenez, de gens soutenus, assistés. Non, ils travaillent la terre, ils gagnent une partie en tout cas de ce dont ils ont besoin. Et c'est une grande fierté de continuer ce projet. Avec 10 000 € seulement, on reloge une famille. Le village est content parce que c'est pas joli d'habiter à côté d'une maison qui est abandonnée. Les gens sont contents, il y a des enfants qui arrivent. L'école ne ferme pas, ça on ne le sait pas parce que souvent, à cause de l'émigration, il n'y a plus assez d'élèves et les écoles ferment. Et là, il y a de nouveau des élèves qui arrivent, des enfants, et l'école reprend aussi une nouvelle vie. C'est un très beau projet, ce projet. Voilà. Magnifique, donc 10 000 €. Et ça fait partie du fonds Neton, bien sûr. 10 000 €, vous pouvez avoir une déduction fiscale donc pour rénover Absolument. une maison, si vous faites un don de 10 000 €. Oui, 66% sont déduits des impôts. Voilà. Ouais.
C'est ça. Donc vous avez vu, voilà, très concret Incroyable. en tout cas, ce qui est fait pour ces familles avec aussi ces parcelles de terre, donc qui leur permettent, donc c'est ce que vous avez rappelé, mais de travailler, de retrouver aussi la dignité dans le travail, Oui. et de commercialiser aussi. C'est ce qui est en train d'être fait dans ces autres étapes, de pouvoir, avec l'ensemble de ces engins qui sont donnés par le fonds, pour certains en tout cas, de lancer une activité commerciale. Oui, au début, nous avons commencé, parce que le projet agricole a commencé avant l'épuration ethnique au Rarapar. On a commencé en réalité en 2009 dans la région du Davouche, grâce à Patrick Devedjian, qui à l'époque était président des Hauts-de-Seine. Et ensemble, nous avons monté un projet de relance de l'agriculture au Davouche. Et ce projet se poursuit. Aujourd'hui, c'est Georges Sifredi, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine. Il a maintenu la subvention dont nous bénéficions. Et nous avons beaucoup appris en matière d'agriculture dans le Davouche. Et lorsque nous avons commencé à travailler au SIUNIC, il y a quelques années, il y a toute cette expérience qui nous a beaucoup aidés à démarrer nos activités dans le SIUNIC. Et on est passé d'une première phase qui était aider les gens à mieux vivre, une aide de subsistance en quelque sorte, un petit lopin de terre, un peu de culture, à une autre phase maintenant. Maintenant, nous aidons les gens à monter des activités à caractère un petit peu plus commercial. C'est-à-dire qu'ils ont suffisamment de production, non seulement pour leurs besoins, mais pour vendre sur le marché. Par exemple, le miel, hein, vous avez vu tout à l'heure des ruches. Mais nous les aidons actuellement aussi à monter des coopératives, à se mettre ensemble, à sécher les fruits. Parce que le SIUNIC, c'est loin de Yerevan, loin du marché, et à ne pas dépendre des intermédiaires. Lorsque vous avez séché les fruits, vous avez plus de possibilités de vendre à meilleur prix et quand vous voulez, sans être à la merci des intermédiaires. Donc on est passé à une nouvelle phase. Au début, c'était la subsistance. Ensuite, c'était mieux vivre, produire, vendre. Mais maintenant, c'est vraiment à l'échelle de petites entreprises commerciales. Là, on est vraiment très fiers de voir les résultats. J'imagine que nos auditeurs doivent se poser la même question. Où est-ce qu'il serait possible de se procurer ces fruits secs et ce miel? Est-ce qu'ici, en France, c'est possible de se les procurer en passant par le fonds arménien ou je ne sais pas? Dans certains magasins, oui, Ouais. qui vendent des produits venant d'Arménie. Alors, les produits du SIUNIC, c'est les fruits secs du SIUNIC, c'est tout nouveau. Hein. Ça a commencé tout à fait récemment. Et c'est plutôt sur le marché arménien et un petit peu aussi d'exportation vers l'Iran, la Russie. Je ne sais pas s'ils ont commencé à vendre en France ici. Il faut aller en Arménie dans ce cas. Il faut y aller à l'Arménie. Faut aller C'est en une bonne Arménie. raison. Voilà. Pour tous ceux qui ne connaissent pas encore Voilà. l'Arménie, allez découvrir et faites partie aussi des voyages organisés par le Fonds arménien. Absolument, Voilà. absolument. Mm. Alors, pour que les gens aient une idée de la situation dans les villages, la situation des agriculteurs en général, je donne 2 chiffres. Premièrement, les agriculteurs, ça représente à peu près 36% de la population de l'Arménie. Mais la part de l'agriculture dans le revenu national, dans ce qu'on appelle le PIB, c'est 18%. Vous voyez le décalage entre la part de la population et la part du revenu. Alors, si vous tenez compte également du fait que dans les villes, les revenus sont plus importants, l'écart ne va pas du simple au double, ça va de 1 à 3. Ça vous donne une idée de la situation dans les villages. Et les gens ne le savent pas. Ceux qui vont faire là-bas du tourisme et qui voient Garnikerat, Yerevan, etc., ne voient pas cette réalité. Et nous, on est en contact permanent avec cette réalité. Et c'est très important de les aider. Très important de les aider. Là, par exemple, vous voyez une photo, c'est 3 écoliers. On est à Rapan, hein, c'est une école. Alors ça, c'est également un projet intéressant. Parce que actuellement, avec le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, nous avons lancé un projet qui consiste à équiper les toits des écoles en panneaux solaires. Alors, grâce à ces panneaux solaires, vous voyez ici une photo, l'école produit de l'électricité, réduit sa facture d'électricité, et avec les économies, ils améliorent les repas dans les cantines. Vous voyez, on a à la fois de l'énergie propre et une meilleure
nourriture pour les enfants. Et ça encore, c'est un projet très intéressant qu'on a démarré avec les Nations Unies. Et j'espère que beaucoup vont adhérer à ce projet, qu'on pourra équiper des dizaines d'écoles grâce à ces panneaux solaires. Voilà. Bravo. Donc encore Formidable. une fois, des projets très concrets. Oui. Donc on vous le rappelle, pour ceux qui n'ont pas encore participé à cette campagne de dons, d'aller bien sûr sur notre site internet www.fondsarméniens.org et sinon de nous appeler sur le Au numéro 0809 54 26 26. 0809 54 26 26. Ne retenez qu'un seul numéro finalement dans tous les chiffres que nous avons. Le numéro, c'est celui-ci et faites-le partager parce qu'il y a vraiment il y a beaucoup de choses à faire. Et ce qui est finalement assez satisfaisant en Arménie, c'est qu'avec assez modestement, on peut réussir à faire de très grandes choses. Exactement, Voilà. exactement. Quand on a commencé en 93-94, ça coûtait encore moins cher encore de construire une maison ou de faire des choses. Et on sentait il y avait une course contre la montre, on sentait que les coûts allaient augmenter. Effectivement, maintenant ça coûte beaucoup plus cher qu'à l'époque. Mais ça reste moins cher qu'ici. Vous voyez, l'école de musique de Sévan, dont on a parlé tout à l'heure, presque 200 élèves, avec auditorium et tout ça, 1 200 000 € seulement. En France, on ne pourrait pas faire le 10e, peut-être que j'exagère, le 5e en tout cas, de ça. Donc ça reste abordable. Il faut saisir cette opportunité également pour faire le maximum de choses. Et n'oubliez pas que tous vos dons, évidemment, bénéficient d'une émission fiscale. D'impôt. Et vous avez aussi, on peut le rappeler, la possibilité de souscrire à l'opération Arménie tous les mois. Donc pour ceux qui veulent donner de manière plus régulière, qui a été initiée et soutenue par des artistes engagés, dont Robert Guédiguian, Simon Abkarian, Vasken Toranian et Marion Mézadorian. Ça, c'est un projet très très important. Pourquoi ? Parce que on peut calibrer sa participation, c'est tous les mois. On peut donner 10 € par mois, 20 € par mois. 10 €, ça coûte 3,36 € par mois, après déduction d'impôts. Donc tout le monde peut le faire. Et alors, quel est l'avantage ? L'avantage, c'est que nous, Fonds arméniens, ça nous donne une visibilité. Nous savons que nous allons disposer de cet argent et nous pouvons donc lancer des projets sur cette base. Ce ne sont plus des dons ponctuels qui sont toujours un petit peu aléatoires, même si les gens sont fidèles au Fonds Letton, au Fonds arménien en général, mais ça reste, il y a quand même une marge aléatoire, alors que là, on sait qu'on va disposer d'une somme et nous pouvons programmer, planifier des projets en fonction de cela. C'est pour ça que c'était important. Tout le monde peut consacrer 10 €, 20 € par mois à ce projet, et vraiment c'est important. D'ailleurs, une partie du canal dont j'ai parlé tout à l'heure, le canal de Sunik, qu'on est en train de rénover, est financé grâce à ce projet Arménie tous les mois. Comme son nom l'indique, c'est des prélèvements mensuels. Je vais laisser la parole, le mot de la fin à nos marraines pour ceux qui nous regardent. J'aimerais juste dire une chose, c'est que d'être autour de cette table avec vous aujourd'hui apporte énormément d'espoir, parce que avec la situation actuelle de l'Arménie, parfois on a tendance à vouloir détourner le regard en se disant que c'est trop lourd à supporter, en se disant mais on se sent tellement impuissant, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider l'Arménie, pour aider les habitants? Et je peux vous assurer qu'il y a des anges gardiens comme le Fonds arménien qui vont faire en sorte que vos dons vont aller vraiment à des endroits qui vont être bien utilisés et que vous apportez une aide concrète et absolument vitale pour les gens sur place là-bas. Et c'est pas juste leur donner de l'argent, c'est leur donner de la dignité et c'est leur donner de nouveau la joie de vivre et la force de croire en quelque chose. Et de beaux sourires, comme sur cette photo avec ces enfants d'Arapan. Oui, alors je ne peux qu'adhérer l'espoir, mais surtout dans des actions concrètes. Et puis c'est aussi un moment de se sentir faire partie d'un projet commun tourné vers l'espoir. Nous serons là en tout cas avec Chouchan pour tenir les troupes, pour passer des appels également. Nous vous appellerons pour vous solliciter. Lorsque nous sommes d'origine arménienne, mais également, évidemment, lorsque nous ne sommes pas d'origine arménienne, puisque l'Arménie, ça fait partie finalement de
de la civilisation mondiale commune, tout ce qui se défend en Arménie, c'est tout ce que finalement l'humain a besoin de défendre. Voilà, vous pouvez en tout cas y participer, en parler à vos amis. Ou alors aussi d'aller en Arménie. Moi, je trouve que c'est quand même très important de garder un lien avec le pays, avec l'Arménie. Que vous soyez arménien ou non. Exactement. C'est vraiment un endroit extraordinaire. Vivez l'expérience bouleversante de revenir d'Arménie d'avoir l'impression, en tout cas, d'avoir été utile. Il y a besoin d'aide partout, en France aussi, mais en Arménie, il y a peut-être cette dimension, en tout cas, et géographiquement, cette enclave, voilà, comme vous le disiez, il y a un moment de paix, un moment de répit. Eh bien, c'est le moment de fortifier, en fait, les frontières, de fortifier, et puis de montrer aussi, évidemment, à ceux qui ont la dure vie d'être en Arménie, que nous pensons à eux et que nous sommes là pour les aider. Ça, je pense, c'est ce qui est le plus essentiel. Nous comptons sur vous et nous serons là, évidemment, pour vous soutenir et pour être avec vous. N'oubliez pas, 0809 54 26 26. Merci à tous les trois, Bedros Terzian, donc président du Fonds arménien de France, et nos deux marraines, Astrid et Chouchen Siranossian. Merci à tous. Merci.